Silence, le procès Jubilard reprend. 8e jour, même règle, même rituel. Telle une procession, les avocats des deux camps entrent en même temps sur le plancher de la salle d'audience. Ils s'apprêtent à se livrer une nouvelle bataille autour de la même question. Cédric Jubilard est-il coupable du meurtre de sa femme Delphine? J'espère que pour ses enfants, il va livrer la réponse ultime. Où est leur mère, en fait? J'espère. La semaine dernière, la défense de Cédric Jubilard semblait en position de force jour après jour, en capacité de mettre à mal les témoignages contre leurs clients et de souligner les approximations du dossier. Mais à l'aube de cette deuxième semaine, les avocats des parties civiles veulent reprendre la main. D'un pas décidé, Maître Batik, l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard, s'avance avec certitude sur la suite du procès. C'est la courbe naturelle d'une cour d'assises. Vous marquez des points, vous perdez, le lendemain vous regagnez, l'après-lendemain vous reperdez. Et évidemment, les jurés fluctuent aussi tout à fait naturellement entre doute et certitude. Et à la fin, in fine, il y aura une vérité judiciaire qui émanera de tout ça. Pour faire basculer l'intime conviction de ces jurés, mardi, l'accusation dévoile une carte majeure, un enregistrement inédit. Nous sommes le 17 décembre 2020, 33 heures après la disparition de Delphine Jubilard. Son frère et son cousin décident de rendre visite à Cédric au domicile du couple. Se méfie-t-il de lui? Imagine-t-il qu'il puisse être coupable? Ils vont en tout cas enregistrer à son insu la conversation qui suit. Quand est-ce que vous avez parlé de divorce la première fois? Cet été. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. Je me dis qu'elle a trouvé quelqu'un, tu vois, et j'ai fait de toute façon, c'est le mec que t'as rencontré sur Internet. L'échange entre les trois hommes dure plus de 20 minutes, pendant lesquelles Cédric Jubilard parle parfois de sa femme au passé et d'un divorce qui semble acté. Il fait aussi preuve d'un certain calme au moment d'évoquer la disparition de l'avant-veille. Mais moi, à 4h moins 10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé. Comme ça. Personne dans le lit. Ouais, je me suis laissé endormir sur le canapé, tu vois. Ouais. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Rien. Le cousin et le frère de Delphine Jubilard continuent de l'interroger sur cette nuit-là. Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures? Des espèces de boots, là. Ouais, des trucs chauds. 100 km. Non, mais c'est des trucs très chauds. Ouais. C'est des trucs chauds l'hiver, quoi. Et le pyjama dessous. Enfin, c'est ce que je suppose. Que faut-il retenir de cet enregistrement? Les deux camps vont avoir des interprétations diamétralement opposées des réactions de Cédric Jubilard. Les parties civiles y voient un manipulateur. La défense, un homme au-dessus de tout reproche. Pendant moins de 10% de l'audio, il va parler de Delphine, des causes de sa disparition, des recherches, mais ça ne correspond qu'à 10% de l'audio. C'est quand même assez cocasse pour un homme qui est censé être inquiet, qui est censé avoir passé plus de 180-190 appels quelques heures auparavant. Chacun interprète comme on veut cet audio. Nous considérons que c'est Cédric Jubilard. Vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond, et à la fin, il s'effondre dans les bras de ces deux personnes. Ce jeudi, les avocats des parties civiles souhaitent confronter Cédric Jubilard à ses propres mots, ses propres menaces. La nounou des enfants est appelée à la barre. La présidente veut l'entendre sur ce soir de 2020 où elle garde les enfants du couple. Cédric rentre alors du travail, au moment où un reportage sur l'affaire Daval passe à la télé. Le féminicide retentissant qui a vu Jonathan Daval assassiner sa femme Alexia avant de jouer le mari dévasté pendant des mois. La babysitter raconte la réaction du père de famille. Moi, je regarde le reportage et je dis « C'est malheureux quand même pour la dame ». Et monsieur Jubilard se retourne et il me dit « Il est pas malin, j'aurais fait mieux que ça. On l'aurait jamais retrouvé. » Dans son box, Cédric Jubilard nie formellement ses propos. En revanche, ce qu'il ne nie pas, ce sont les nombreuses fois où il a pu choquer des témoins, avec des phrases
particulièrement virulentes, comme lors d'une discussion avec l'un de ses amis, son dealer. Il m'a dit « ça se passe pas bien, j'ai envie de la tuer ». Cédric était très énervé contre Delphine, il pensait finir sa vie avec elle. Le fait d'avoir dit que j'allais la tuer, oui, je le reconnais. Mais ce n'est pas pour autant que je l'ai fait. À quel moment on peut valablement considérer que cet homme fait des aveux ou aurait pu prévenir à l'avance de tout le monde son crime? Ça ne tient pas la route. Donc on ne peut l'interpréter que par cette ironie certainement mal placée. Il y a les mots de Cédric Jubilard et le ressenti de ceux qui le connaissent. Cette semaine, Anne est à la barre. C'est la meilleure amie de Delphine Jubilard, sa confidente, sa voisine, celle qui connaît le mieux le couple et ses tumultes. C'était lourd, pesant. Il l'a surveillée, il insistait pour savoir à quelle heure elle rentrait. Pour moi, il n'était pas d'accord pour se séparer. Pendant plus de 3 heures, la meilleure amie de Delphine Jubilard dépeint le portrait d'un homme devenu oppressant, violent et menaçant. Un jour, il m'a dit, si elle a un amant, je le lui ferai à l'envers. Pour la première fois depuis le début du procès, la défense de l'accusé semble en difficulté. Ma thèse, c'est que lorsqu'effectivement il s'exprime auprès de certaines personnes, occasionnellement, et qu'il dit dans le cadre d'un geyser pulsionnel « j'en ai ras-le-bol, je vais péter les plombs et je vais la faire disparaître », je crois que là, effectivement, il est peut-être le plus sincère. Cette description-là a permis de comprendre un petit peu mieux l'environnement du couple, les mois qui ont précédé la disparition de l'infirmière. Et puis, ils ont aussi dressé, ces parties civiles, le portrait d'un père pouvant être particulièrement violent. Je n'ai pas eu le sentiment que l'accusation reprenait ce matin du poids de la bête. Peu à peu, c'est le portrait d'un homme dur, autoritaire et violent qui se dessine. Un mari humiliant et un père aux méthodes éducatives brutales. À la barre ce mardi, c'est la sœur de Delphine Jubilard qui témoigne. Elle raconte notamment l'ambiance des réunions de famille et l'attitude de Cédric Jubilard avec ses enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, au moment de la disparition de leur mère. Quand on se retrouvait pendant les fêtes, il pouvait être énervé. On pouvait le constater quand il parlait à Delphine ou à Louis. Au repas de famille, Louis avait 5 ans, il jouait et il courait, et Cédric était sur un tabouret et lui a donné un coup de pied assez violent. Il disait à Delphine de ne pas s'en mêler, qu'il fallait l'élever à la dure. Face au comportement de son mari, Delphine Jubilard semble souvent honteuse, mais impuissante. Il était violent à l'égard de Delphine, il la rabaissait, il la mettait pas en valeur, il était méprisant à l'égard de son fils. Vous avez entendu que pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, il le mettait au coin, à genoux à terre, bien sûr. Et vous avez surtout entendu qu'il ne se remet pas en question. Il banalise ses violences, c'est quand même scandaleux. J'essaie de lui faire dire qu'elles étaient régulières, il peut concéder des gifles, mais il n'y a pas de remise en question. Sur la question des Legos sous les genoux de Louis, il dit qu'ils étaient là par hasard. Et ça, c'est scandaleux. Les avocats des enfants énumèrent plusieurs épisodes de violence qui seraient intervenus, parfois en public, à l'égard du petit garçon. Nous savons que de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, il s'est fait un petit peu bousculer par un père sévère, pour employer des termes qui relèvent du doux euphémisme. Quand le bourreau est le père, par définition, on est un peu déchiré puisqu'il aurait dû vous protéger, c'est celui qui vous secoue. Ça donne des choses un peu bizarres qui consistent effectivement pour le gamin à dire « moi, mon papa, je l'aime, mais… » 3 points de suspension. Voilà, ça c'est l'état d'esprit d'un enfant de 6 ans. Derrière la vitre de son box, Cédric Jubilard, lui, refuse d'être accusé de maltraitance et essaye comme il peut de se justifier. Les enfants, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient peur, mais je ne les terrorisais pas. On passait de très bons moments ensemble. Oui, il faut qu'ils aient peur, sinon on se fait bouffer. Ça donne une coloration à cette affaire. En fait, Cédric Jubilard, il était violent à l'égard de Louis. Il était violent psychologiquement, même à l'égard d'Elia, puisqu'il a traité d'handicapé. Il disait à des personnes de la famille, tiens ton handicapé, parce qu'elle avait 18 mois et qu'elle ne marchait pas encore. Pas question de faire témoigner les enfants au procès qui n'ont pas vu leur père depuis juin 2021. À la barre,
l'avocate de Cédric Jubilard tente d'adoucir l'image négative de son client. Votre fils Louis a demandé à vous voir. Est-ce que vous avez envie que vos enfants viennent vous voir en prison? En prison, non, mais en visio, oui. On vous l'a proposé? Non, personne. Vous avez baissé les bras? Mon dernier courrier date du 28 juillet et mon courrier n'a toujours pas été transmis. Louis et Elia Jubilard, aujourd'hui 11 et 6 ans, attendent pourtant des réponses de la part de leur père. C'est ce que rapporte l'administratrice des 2 enfants. Louis est convaincu du décès de sa mère. Elia pense qu'elle est vivante. Elle nous dit qu'elle aimerait avoir une baguette magique. Elle fait abracadabra pour que sa maman revienne pour ne pas l'oublier. Louis est convaincu que c'est son père qui l'a fait. Les 14 parties civiles sont représentées par 10 avocats. Face à eux, Cédric Jubilard, lui, peut compter sur Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin, ces 2 conseils, qui vont tenter de saper un à un les éléments du dossier pour redorer l'image de leurs clients. Moi, on essaye de faire ce qu'on peut avec le dossier qu'on a. Et ce dossier n'a jamais cherché autre chose que de raconter une histoire. Il y a des éléments dans le dossier qui nous font avoir une autre lecture de l'histoire et des éléments dans le dossier qui manifestement n'ont pas intéressé les enquêteurs. Toutes les portes n'ont pas été fermées, que des pistes n'ont pas été exploitées, mal exploitées et que des choses ont complètement été mises de côté. Par exemple, cette découverte 7 mois après la disparition de Delphine Jubilard. Leur livret de famille est retrouvé sur la voie publique à Albi. Un élément clé que les enquêteurs n'auraient pas suffisamment exploité, estime Emmanuel Franck. Dans quel état il est, on ne sait pas. Qui le retrouve, on ne sait pas. On apprendra après qu'il est en très bon état, ce qui pose question. Et vous n'avez pas fait un petit prélèvement ADN dessus? Mais vous voyez que c'est grave là. Je n'ai pas de réponse. Les avocats de Cédric Jubilard peuvent également compter sur des témoins venus semer le doute, comme cet homme. À la barre, il raconte avoir vu une voiture à environ 2 km du domicile des Jubilard, le 16 décembre 2020 au petit matin, soit quelques heures seulement après la disparition de Delphine. Moi j'allais au travail, comme tous les matins, et alors, je prends une route de campagne si vous voulez, on ne voit jamais de voiture. Et ben voilà, ce jour-là, sans le savoir qu'il y avait eu cette histoire de Madame Jubilard, on a vu une voiture allumée sur le bas-côté de la route, avec le plafonnier allumé. Et vous voyez un homme aussi, vous dites? Oui, qui est arrivé sur le côté gauche. C'est-à-dire, il n'est pas dans la voiture à ce moment-là? Non. Et ça vous étonne ça? J'ai été surpris sur le moment parce qu'on n'avait jamais vu de personne dans ce chemin, on n'avait jamais vu de voiture et jamais vu personne dans ce chemin de campagne. Le témoin est formel. Lorsqu'il apprend la disparition de Delphine Jubilard, il contacte la gendarmerie qui, dit-il, lui assure que ce qu'il a vu n'a pas de rapport avec l'affaire. Vous trouvez normal qu'à 48 heures de la disparition de Delphine Jubilard, vous appelez la gendarmerie, vous dites « j'ai vu un type courir comme un dératé, une voiture allumée » et que pendant 15 jours, vous ne soyez pas auditionné? La présence inhabituelle de cette voiture pourrait pourtant, selon les avocats de Cédric Jubilard, permettre d'innocenter leurs clients. Car à cette heure-là, il était justement chez lui avec les gendarmes. On a assisté pendant 3 heures à vraiment une démolition en règle de la part de la défense par rapport à des indices qui apparaissent un petit peu fragiles. Et la défense a tout repris, les indices les uns après les autres pour tout torpiller de manière méthodique, avec du bon sens, avec des arguments qui s'entendent. Et c'est toute la difficulté de cette enquête, puisque lorsqu'un indice nous paraît à charge, on peut aussitôt lui opposer le contraire. Au total, 65 témoins vont se relayer à la barre au cours des 4 semaines de procès. 2 d'entre eux sont particulièrement attendus. 2 femmes, 2 gendarmes, Fanny et Sophie. Elles doivent éclairer cette nuit du 15 décembre 2020, où elles sont arrivées les premières au domicile du couple, juste après la disparition de Delphine Jubilard. Voici leur déclaration au lendemain des faits.
J'arrive la première et vu que c'est éclairé à l'intérieur, je le vois accroupi. Pour moi, Monsieur Jubilard est accroupi devant la machine à laver. Dans mon souvenir, le hublot est ouvert. Il est en train de le refermer quand il nous voit arriver. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dans la machine, ni ce qu'il faisait exactement. Pour que les jurés se fassent une meilleure idée, des documents sont projetés, comme les photos de la reconstitution des faits, car le comportement de Cédric Jubilard devant cette machine à laver paraît surprenant. Pardon de le dire ainsi, mais l'hygiène corporelle de Cédric Jubilard interroge sur cette pratique. Je ne pense pas qu'il passait sa vie à faire des machines à laver. À l'époque déjà, cette pièce du dossier autour de la machine à laver cristallise les attentions des enquêteurs. Pourquoi Cédric Jubilard la remplit-il en pleine nuit? Tente-t-il d'effacer d'éventuelles preuves? Ça, c'est quelque chose qui va lui être reproché dès le début. Et lui, il va l'expliquer de la façon suivante. Il va dire, moi j'ai appelé à 4h09 du matin, ils arrivent 50 minutes après. Dans l'intervalle, je ne vais pas me recoucher, j'ai pas du tout envie de dormir, je suis inquiet, je ne sais pas quoi faire. Et donc je prends des choses qui sont par terre, puisque nous savons que c'est pas très ordonné chez lui, et je vais les mettre dans la machine à laver en attendant qu'ils arrivent. Alors il aurait dû faire quoi? Se servir un verre d'eau, prendre un café. De toute façon, tout lui aurait été reproché. Les deux gendarmes sont à nouveau questionnés sur la scène de la machine à laver. Un doute persiste. Cédric Jubilard s'en est-il servi? Les deux gendarmes sont aussi interrogés à propos du témoignage de la meilleure amie de Delphine Jubilard. Elle leur aurait déclaré que la jeune femme pouvait s'absenter en pleine nuit. Or, devant le jury, aucune des deux gendarmes n'a évoqué cette information cruciale. Ce que les avocats de la défense ne vont pas manquer de relever. Êtes-vous briefé avant de venir? Je prépare seul. Donc seul, vous oubliez la même chose que votre collègue qui a préparé seule, elle aussi, d'accord? Vous vous êtes réunis avec les enquêteurs? Oui. On avance, ce n'est pas votre procès. Mais comme par hasard, vous faites la même erreur. Ce que l'on a relevé, c'est qu'il y a deux omissions qui ont été faites par les deux gendarmes à deux moments différents, deux points très précis qui sont à décharge, et comme par hasard, ces deux gendarmes ont oublié ces deux points précis. C'est très curieux quand même que l'on puisse avoir deux éléments à décharge qui ne soient pas exposés par deux gendarmes à deux moments différents. Les avocats pointent des lacunes dans leur déposition et vraiment on sent que pied à pied, ils ne vont pas lâcher pendant 4 semaines. À chaque fois qu'il y a moyen de retourner un témoin et de montrer qu'il y a des failles, ils vont aller là-dedans. Même stratégie ce lundi. Lorsqu'à la barre, les avocats de Cédric Jubilard appellent Dominique Alzehari, l'ancien procureur de la République de Toulouse, en charge de l'affaire il y a 5 ans. L'audience démarre alors par la diffusion d'une conférence de presse tenue en juin 2021, soit 6 mois après la disparition de Delphine Jubilard. Les investigations ont conduit, vous le savez, à la mise en garde à vue de M. Cédric Jubilard le 16 juin. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Si cette conférence de presse d'1 heure est rediffusée ce jour-là devant la cour d'assises, c'est parce que les avocats de Cédric Jubilard remettent son impartialité en cause et estiment qu'elle serait à l'origine d'un procès totalement biaisé. Derrière son masque, Covid oblige, Dominique Alzehari désigne ce jour-là le mari de Delphine Jubilard comme le suspect numéro 1. Selon la défense, certains passages seraient orientés et comporteraient des approximations, comme lorsque le procureur parle de mobile et affirme qu'un témoignage est crédible. La prégnance du conflit sur la séparation peut être relevée presque de l'ordre du mobile. Son fils, âgé de 6 ans, il entend entrer dans sa chambre, alors qu'il est réveillé, une violente dispute entre les parents. C'est un témoignage qui me paraît crédible. Vous exposez par une affirmation que le conflit conjugal est de l'ordre du mobile. Vous qualifiez de crédibles les déclarations de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas une appréciation portée sur les charges? À ce moment-là, c'était un exercice difficile. Je n'ai jamais dit que j'apportais une parole divine. Avez-vous conscience que la majorité des éléments que vous donnez sur le dossier sont des éléments faux?
Je suis intervenu en conscience. Au vu des éléments dont je disposais, je n'ai pas 4 ans d'analyse du dossier derrière. Nous avons, je crois, largement démontré, d'une part, que monsieur le procureur de la République avait porté une analyse sur les charges, et ça, il n'en a pas le droit, et avait diffusé des éléments totalement mensongers. Il obtient des informations erronées de la part des services de gendarmerie, et ce faisant, eh bien, lui-même étant trompé par les services de gendarmerie, il trompe la France entière. Une démonstration qui, sans surprise, n'a pas fait mouche auprès des avocats des parties civiles. À la sortie de l'audience, il dénonce unanimement un écran de fumée. Que, à l'époque, les indices graves et concordants aient été mal relayés ou pas par monsieur le procureur, très sincèrement, c'est pas le problème. C'est un faux procès dans le procès, mais comme dirait un homme politique célèbre, ça a fait pchit. Ça n'a absolument aucun intérêt s'agissant d'étudier les charges qui pèsent sur monsieur Jubilard. Après 2 semaines d'audience, un doute épais plane encore au-dessus de la cour d'assises du Tarn. Dès lundi prochain, d'autres témoins vont défiler à la barre, parmi lesquels l'amant de Delphine Jubilard, ou encore les ex-compagnes de l'accusé qui assurent avoir reçu les aveux de Cédric Jubilard au parloir. Lui, qui depuis le début de son procès, clame son innocence.